Comores, Azali Assoumani a remporté sans surprise dès le premier tour la présidentielle avec 60,77% des suffrages selon des résultats officiels annoncés mardi et rejetés par l'opposition. En Algérie, le chef d'état-major demande de déclarer le président Abdelaziz inapte. Selon la loi, la dite procédure intervient quand le président de la République se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. En Centrafrique, 3 importants chefs rebelles ont été nommés conseillers spéciaux militaires à la primature. Les nouveaux conseillers seront chargés de la mise en place des unités spécialistes. Voilà pour les titres de cette édition, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. On débat cette édition par cette brève au Comores où le chef de l'État comorien sortant Azali Assoumani l'a remporté sans surprise dès le premier tour de la présidentielle avec 60,77% des suffrages selon des résultats officiels annoncés mardi, mais rejetés par l'opposition qui a créé un coup d'État à travers une élection entachée de fraude. Il a remercié aussitôt le peuple comorien après avoir donc été réélu dès le premier tour de cette présidentielle. On écoute le président Azali Assoumani juste après la proclamation des résultats. C'est vrai, il y a eu des couacs, mais on s'estime heureux parce que ça aurait pu être plus grave. Donc maintenant, on se félicite, on remercie Dieu et le peuple comorien. Mais comme j'ai dit aux autres, le plus facile a été fait. Maintenant, c'est le plus difficile. C'est la construction du pays et c'est là où j'ai besoin de tout le monde pour être ensemble et aller de l'avant. En Algérie, le chef d'état-major de l'armée demande que soit engagée la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution afin de déclarer le président Abdelaziz Bouteflika inapte. Selon la loi, la dite procédure intervient quand le président de la République, pour cause de maladies graves et durables, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Reportage. Affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC, le président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, est confronté depuis plus d'un mois à une contestation sans précédent depuis son arrivée à la tête de l'État en 1999. Mardi, le chef d'état-major de l'armée algérienne, qui est monté au créneau au plus fort de cette contestation massive, a demandé que soit engagée la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution. Cet article prévoit que le Parlement, sur proposition du Conseil constitutionnel réuni de plein droit, déclare à la majorité des 2/3 l'état d'empêchement lorsque le président de la République, pour cause de maladies graves et durables, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Dans un discours diffusé à la télévision nationale, le général Ahmed Gaïd Salah, un fidèle de Bouteflika, a estimé qu'il devient nécessaire, voire impératif, d'adopter une solution pour sortir de la crise qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution. L'article 102 de la Constitution algérienne prévoit également la procédure à suivre en cas de démission du président de la République. Le président de la Chambre haute du Parlement prend l'intérim pendant 45 jours. Si l'empêchement se poursuit à l'issue de ce délai, il est déclaré la vacance du pouvoir. L'intérim se poursuit durant 90 jours maximum, période durant laquelle une présidentielle est organisée. Toujours en Algérie, le directeur général de la télévision nationale algérienne, Toufik Khaledi, a été limogé ce lundi en pleine contestation de ses journalistes. Ces derniers dénoncent en effet la censure dans la couverture des manifestations réclamant le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Ni l'agence de presse officielle APS qui a annoncé son limogeage, ni un cadre de la télévision nationale qui l'a confirmé, n'ont précisé les raisons de l'éviction de Toufik Khaledi de son poste qu'il occupait depuis 2012 après avoir dirigé la radio nationale. Il faisait face depuis près d'un mois à une fronde sans précédent de ses salariés, notamment les journalistes qui dénoncent la censure sur les chaînes nationales apparue au grand jour avec la couverture des manifestations d'ampleur contre Abdelaziz Bouteflika déclenchées le 22 février. Nous voulons, par ces rassemblements justement, dire non à la censure et oui à un service public dans une télévision publique. Nous sommes payés par le trésor public, nous sommes payés par les contribuables. Nous voulons rapporter l'information juste, objective et impartiale.
Les protestations sont elles aussi largement interdites, les manifestations de mécontentement au sein des établissements publics étant jusqu'ici essentiellement liées à des revendications salariales ou aux conditions de travail. Les journalistes ont subi beaucoup de choses en Algérie. Aujourd'hui, il est vrai que nous devons saluer le peuple algérien qui a donné le courage aux journalistes de la télévision pour sortir dehors à la lumière du jour et crier leurs revendications. Lundi, pour la 3e semaine de suite, plusieurs dizaines de salariés de la télévision nationale ont manifesté devant son siège à Alger et observé 1 minute de silence, la main symboliquement posée sur la bouche pour dénoncer les entraves à leur métier. Une rédactrice en chef de la radio nationale et une présentatrice du journal de la télévision publique ont quitté leurs fonctions depuis le début des manifestations. En Centrafrique, 3 importants chefs rebelles ont été nommés conseillers spéciaux militaires à la primature. Le décret présidentiel de nomination a été rendu public lundi. Les nouveaux conseillers seront chargés auprès du Premier ministre de la mise en place des unités spéciales mixtes prévues par le dernier accord de paix de Khartoum signé le 6 février à Bangui. Reportage. Selon un décret présidentiel rendu public lundi, Ali Darassa, chef de l'Unité pour la paix en Centrafrique UPC, Mahamat Al-Khatim, chef du Mouvement patriotique pour la Centrafrique MPC, et Bissidi Suleiman, alias Sidiki, chef du groupe armé Retour, Réclamation, Réconciliation 3R, ont été nommés conseillers spéciaux militaires à la primature. Le décret précise que les conseillers spéciaux ont rang de prérogatives de ministres délégués. Ces 3 importants chefs rebelles en Centrafrique seront chargés auprès du Premier ministre Firmin Gribadar de la mise en place des unités spéciales mixtes prévues par le dernier accord de paix de Khartoum, signé le 6 février dernier à Bangui. Ces unités seront composées de membres de forces armées centrafricaines et de groupes armés qui contrôlent 80% du territoire centrafricain. Vendredi dernier, le président Faustin-Archange Touadéra avait déjà désigné un nouveau gouvernement qui accordait davantage de portefeuilles aux groupes armés signataires de l'accord de Khartoum, sans toutefois leur confier de ministères régaliens. L'accord de Khartoum, signé le 6 février, soutenu par tous les partenaires de Bangui et préparé depuis 2017 par l'Union africaine, est le 8e signé depuis le début de la crise en Centrafrique en mars 2013. Il faut dire qu'aucun des précédents accords n'a abouti à un retour de la stabilité. Au Tchad, le gouvernement a décidé de créer une force de sécurité mixte dans la province de Tibesti, dans le nord du pays. Objectif, sécuriser la frontière avec la Libye, zone désertique où opèrent trafiquants, orpailleurs illégaux et rebelles. En déplacement dans la région du Tibesti, dans le nord du pays, pour sécuriser la frontière avec la Libye, le ministre tchadien de la Sécurité publique, Mahamat Abali Salah, a installé lundi une force de sécurité mixte qui sera composée de gendarmes, de policiers et de militaires de l'armée tchadienne. Impliquée dans la lutte contre le trafic de drogue, cette force doit également permettre le désarmement de la région, la sécurisation de la frontière et la traque contre les bandits et des terroristes. Le nord du Tchad, frontalier du Soudan, de la Libye et du Niger, est une région volatile du Sahel, désertique, peu habitée et difficile à contrôler. Plusieurs groupes rebelles tchadiens ont établi leur base dans le sud libyen voisin, d'où ils mènent des incursions en territoire tchadien. Rappelons que fin janvier dernier, des rebelles tchadiens étaient entrés depuis la Libye dans le nord-est du Tchad. Des frappes françaises avaient stoppé leur avancée, suscitant de nombreuses critiques en France et au Tchad. Il faut dire que le centre de commandement de cette nouvelle force mixte est basé à Kouri-Bougoudi, une zone aurifère située dans le nord-ouest du Tchad. Toujours au Tchad, a eu lieu dimanche dernier le 14e sommet des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Un sommet marqué par le passage de témoin par le Tchadien Idrissa Déby à son homologue camerounais, Paul Biya. Les chefs d'État d'Afrique centrale ont convenu de la nécessité d'améliorer la gouvernance dans la sous-région. Ils ont aussi discuté des questions économiques de fond. Il ressort des conclusions que des États comme le Congo-Brazzaville doivent rapatrier leurs ressources d'exportation afin de ne pas mettre en difficulté la monnaie commune qu'est le franc CFA.
Le Congo et la Guinée équatoriale sont aussi encouragés à poursuivre les discussions afin d'arriver à conclure un programme d'appui avec le Fonds monétaire international. Au niveau de la communauté, la commission de la CEMAC est appelée à améliorer sa gouvernance, sujette à de nombreuses critiques. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale est elle aussi invitée à poursuivre les réformes afin de restaurer sa crédibilité et d'accroître ses capacités de financement. Enfin, la CEMAC doit aussi resserrer les rangs pour faire face à l'insécurité qui plombe les efforts de développement, exhorte le Tchadien Idriss Déby Itno. C'est dans un élan de solidarité, de complémentarité, d'union d'action que nous pouvons tenir le grand pari de la transformation structurelle de nos économies. Idriss Déby passe la main à son homologue camerounais Paul Biya comme nouveau président en exercice de la communauté. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a promis lundi la sécurité et la justice à Ogossagou-Peul, village du centre du pays. Quelques 160 Peuls y ont été tués samedi par des présumés chasseurs Dogon devant des habitants encore hantés par les atrocités. Reportage. Cette tuerie dans la zone de Bankas, près de la frontière avec le Burkina Faso, est la plus sanglante au Mali depuis la fin des principaux combats de l'opération lancée en 2013 pour chasser les groupes djihadistes qui avaient pris le contrôle du Nord. Le bilan a atteint 160 morts et pourrait encore s'alourdir, ont affirmé lundi soir un conseiller municipal de Bankas et une source de sécurité malienne. Nous avons le devoir. Les chefs de la sécurité, les chefs des militaires m'entendent. Le devoir de faire en sorte que cette zone, pas seulement ici, que cette zone dorénavant ne nous donne plus les soucis qu'il nous a donnés. En cas d'alerte, je ne peux pas tolérer, je ne tolérerai plus que le mettre 1 à 2 heures avant d'être sur le lieu. Les équipes doivent être en permanence mobilisées. Nous ne sommes pas en temps de paix. Nous sommes en temps de guerre. Le général Koulibaly a été nommé dimanche à la suite du limogeage des principaux chefs de l'armée lors d'un conseil des ministres extraordinaire au cours duquel le gouvernement a prononcé la dissolution du groupe de chasseurs Dogon d'Annan en Bassagou. L'événement ne nous a pas tellement surpris. On s'attendait un peu à la violence. Et ce qui s'est passé samedi, c'est horrible. On ne peut pas imaginer un tel carnage dans notre pays. C'est pas possible. Depuis l'apparition il y a 4 ans dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leur propre groupe d'autodéfense. Ces violences ont coûté la vie à plus de 500 civils en 2018, selon l'ONU. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme de SICA. À très bientôt.